On a eu le privilège de collaborer avec l'équipage de Vagabond, avec Éric, toute l'année passée, ou principalement la période du printemps passé pour ce qui est des opérations. Ce qui intéresse notre laboratoire, c'est principalement le phytoplancton. Donc, la flore qui habite l'eau, la flore microscopique, puisque ce que nous tentions d'étudier avec Éric, c'était la floraison printanière. Donc, au moment où il y a la convergence de tous les éléments pour que ces plantes prennent vie, donc les éléments nutritifs et la lumière qui traverse la glace, qu'il y ait une floraison, qu'il y ait un éveil de ces communautés. Et Éric, étant sur place avec son voilier, a commencé, comme il l'a mentionné, aux 2 jours à échantillonner sous la banquise, et donc en conditions pré-printanières, donc à l'hiver pratiquement, pour attraper la transition, en fait, vers le moment où on passait des algues de glace, les algues qui étaient accrochées sous la banquise, donc c'est les premières formes de vie qui s'éveillent après la nuit polaire, parce qu'il faut savoir qu'en Arctique, Éric pourra nous mentionner parce qu'il a vécu plusieurs années complètes, il n'y a pas beaucoup de lumière l'hiver. Et l'été, c'est le contraire, il y en a tout le temps. Donc, on est vraiment à la période de transition où il y a une convergence de tous ces éléments, donc les éléments nutritifs, la lumière, et qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que c'est vraiment en marge de glace que ces algues prennent vie et sont très importantes pour le réseau trophique de tout l'écosystème arctique. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous auriez pu faire avoir les mêmes apports, faire les mêmes expériences sans le Vagabond. Le Vagabond a été indispensable dans notre manip, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, l'accès à l'Arctique en hiver, c'est très difficile. Éric a mentionné tout à l'heure que son navire n'était pas un brise-glace, mais les brise-glaces, bien qu'ils ont un certain potentiel dans l'Arctique, ne sont pas toujours disponibles, coûtent énormément cher, et c'est pas du tout les mêmes opérations qu'on va y effectuer. Avec Éric et les services les services logistique qu'il offrait et les folies qu'il pouvait faire pour nous a rendu possible en fait la description de cette période vraiment où le bateau il est présent, il est ancré et à tous les 2 jours Éric peut se déplacer avec mes collègues ou d'autres collègues pour aller échantillonner vraiment l'image de ce qui se passe en hiver, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un autre navire. Et au moment où la glace fond, ce morcelle, cette fracture, il est encore présent pour aller échantillonner et voir ce qui se passe au niveau de cette succession d'événements et de communautés-là. Donc, pour répondre à votre question, le Vagabond est indispensable à ces premières questions, ces premières réponses sur les questions de la floraison printanière en Arctique qui se déroule en marge de glace. Quels sont les objectifs de ces mesures et quels sont les résultats que vous avez déjà tirés de ces mesures que vous venez d'exposer? C'est une très bonne question. En fait, les objectifs tentent de comprendre quelle est l'importance et le rôle de ce bloom printanier qui est très difficile à capturer par l'accès, la difficulté logistique, en fait, d'accès à l'Arctique. On a très peu, du côté canadien, on a très peu de données. On a une douzaine d'années de suivi interannuel, mais pas nécessairement au printemps, puisque c'est difficile d'accès. Donc, les études qu'on mène présentement visent vraiment à étudier un moment particulier de l'Arctique, donc le printemps, pour vraiment comprendre le rôle de cette explosion, comme Claudie mentionnait, massive de nourriture disponible à tout l'écosystème, donc le phytoplancton, qui nourrira ensuite les animaux de différentes tailles, donc le zooplancton, et éventuellement jusqu'aux mammifères marins, et à rendre des services écosystémiques également. Donc l'objectif principal est vraiment de bien le comprendre et éventuellement de donner des outils à la télédétection pour pouvoir, sans la présence humaine, mais en ayant à l'année des données sur ce qui se passe en Arctique. Alors, on a réussi à récupérer nos échantillons de Qikiqtarjuaq parce que la logistique est compliquée pour apporter sur l'Amundsen, un brise-glace canadien. Ils ont fait l'échange ce printemps et l'Amundsen vient tout juste de rentrer à Québec. Donc, on vient d'accéder aux précieux échantillons que Éric et France ont ramassés pour nous. Donc, pour tout ce qui est laboratoire, les analyses se feront dans les mois, l'année qui vient. Pour ce qui est des données optiques, je crois que c'est la même chose. C'est en cours de traitement. Ouais. C'est en cours de traitement, donc sous peu, c'est assez rapide. Là, on a les résultats, c'est toujours dans nos mains. Donc on n'a pas de résultats, pardon, on a les échantillons et les données. La question est que si la glace fond, plus la glace va fondre, plus le plancton va proliférer. Alors, c'est pas si simple. Donc, comme on a mentionné, il y a plus de 2 éléments importants, mais il y a certainement 2 éléments importants. Donc, la lumière étant l'un de ces 2, et le second, les éléments nutritifs. Donc, il y a des études qui... En fait, on pourrait penser que si la couverture de glace permet une
un accès à la lumière plus rapidement et aussi plus longtemps dans l'Arctique, puisqu'il y a une période libre de glace qui est plus longue qu'auparavant. On pourrait penser que la production primaire, donc qui est la production de carbone par ces algues, donc la nourriture pour le reste de l'écosystème, on pourrait penser que ça peut augmenter. Mais il faut qu'on les alimente, un peu comme avec de l'engrais, ces plantes-là. Donc quand, en période hivernale, il y a un mélange important des éléments nutritifs qui nous viennent du fond marin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Arctique, il y a ce qu'on appelle une stratification importante. Des couches d'eau qui se mélangent très difficilement, un peu comme quand on superpose de l'eau et de l'huile dans un même contenant. Même si on les mélange, ils vont rapidement se rediviser pour faire deux phases. Donc, c'est difficile. Ça prend une énergie mécanique très importante pour les mélanger. Donc, où je veux en venir, c'est que il faut que ces éléments nutritifs-là soient présents et en période assez longue pour que, par exemple, si on pense qu'avec le retrait des glaces, il y a de la lumière plus rapidement, ces communautés de phytoplancton peuvent produire plus longtemps. Pour qu'ils puissent produire, il faut qu'ils puissent s'alimenter, donc avoir un accès à cet engrais-là, ces éléments nutritifs. Et si ce n'est pas qu'ils sont présents, il faut qu'il y ait une source, un apport de ces éléments nutritifs-là, et qui n'est pas, et qui n'existe pas en fait, qui n'est pas constant. Donc on peut parler d'événements météorologiques violents, donc des vents forts qui vont pouvoir venir mélanger, mais ça c'est ponctuel, donc c'est pas à l'échelle d'une saison. Donc à ce jour, c'est une des questions auxquelles beaucoup d'équipes de chercheurs tentent de répondre. Est-ce que la réduction du couvert de glace et de l'épaisseur du couvert de glace, ainsi que la période libre de glace plus longue, va favoriser la production, donc avoir plus de nourriture disponible pour le reste du réseau trophique et potentiellement un puits de carbone important? On n'a pas de réponse. Et certainement qu'il n'y aura pas une réponse à l'échelle de l'Arctique, mais plus à l'échelle régionale, des différentes mers qui fonctionnent différemment, puisqu'il y a plus qu'un facteur qui intervient dans cette grande question. Comment se manifeste le bloom? À quelle vitesse cela se développe-t-il? Est-ce qu'on le voit de l'extérieur? Oui, certainement qu'on peut le voir. Ça se passe assez rapidement, puisque des cellules peuvent se diviser à l'échelle d'une journée, se reproduire à l'échelle d'une journée. Et quand ça va arriver, ça va durer environ 2 semaines. Cette période où il y a une explosion de cellules va durer à peu près 2 semaines en marge de glace, mais suivre le retrait du couvert de glace. Et au niveau du visuel, je pourrais aussi demander à Eric qui puisse vous en parler, puisqu'il a fait aussi des plongées. En fait, je vais peut-être le laisser répondre, puisque oui, on peut voir visuellement une différence, et il vous parlera de qu'est-ce qu'il a vu de ses yeux vus, et à l'image des satellites également. Donc, la couleur des océans va changer, et c'est ce qu'on essaie d'étudier et de détailler en allant chercher des données réelles, en mesurant les données dans l'eau, avec l'instrumentation optique, donc tout ce qui est comment la lumière se propage dans l'eau, pour éventuellement avoir des algorithmes ou des formules mathématiques qui vont nous permettre d'interpréter les images prises par les satellites. Parce que ce que contiennent les cellules, les plantes, la chlorophylle, un des pigments étant la chlorophylle, est un indice de la biomasse d'algues dans l'eau, et un peu à l'image de l'automne quand les arbres changent de couleur, donc il y a différents pigments qui sont sollicités. Donc à partir de la chlorophylle, on est capable d'avoir par les images satellites des signaux. Mais maintenant, Eric, je ne sais pas si tu veux parler de tes expériences en plongée et nous dire jusqu'à quel point tu pouvais voir une différence au moment du bloom et l'hiver, par exemple. En ce moment, jusqu'au mois de mars, l'eau est vraiment très claire. Là, sur l'aspect turbidité, c'est-à-dire clarté de l'eau, quand on plonge, c'est vraiment très transparent. Et puis petit à petit, à partir du mois de mars, on sent que l'eau devient progressivement un peu plus trouble. On voit des algues qui se développent sous la glace. Et c'est marrant d'ailleurs, les Inuits pensent, certains me disaient, oui, ça doit être les sédiments qui se soulèvent avec les courants qui viennent se coller à la glace. Enfin, même s'ils maîtrisent parfaitement leur environnement, on sent qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas et c'est intéressant d'échanger avec eux. Ensuite, ces algues vont vraiment se développer beaucoup sous la glace et dans l'eau. Il y a des moments où on voit pas simplement la clarté qui diminue, mais aussi des morceaux d'algues de grande échelle. Enfin, on les voit vraiment, on n'a pas besoin d'un microscope. Et ça, il y a un moment, ça devient très trouble, très chargé en surface. Et puis ensuite, les algues qui sont sous la banquise ont tendance à se décrocher, se décoller quand la fonte commence, la fonte de la glace.
Et puis, ces algues partent dans l'eau au gré des courants, et je pense que là, ça doit être la fin du bloom. Joanie, tu me confirmeras si c'est ça, mais quand tout commence à être trop lourd, ça ne tient plus sous la banquise, on sent que la floraison maximale est passée. En fait, c'est parfaitement bien dit. Une fois que les algues de glace qui forment un tapis pratiquement sous la banquise, leur habitat, donc la glace sur laquelle elles vivent, elles sont fixées fond. Elles forment des agrégats, elles sont lourdes, donc ça forme une neige marine, elles tombent rapidement au fond. Donc ce sera un bon parallèle avec l'équipe de Vénus qui travaille sur le couplage pélago-benthique. Donc ces algues-là vont sédimenter jusqu'au fond et nourrir un autre habitat, donc l'écosystème benthique. Et une fois que les algues de glace sont sédimentées, il y a une succession, donc elles laissent la place aux algues qui vivent dans l'eau, ce qu'on appelle le phytoplancton. Donc on distingue les algues de glace du phytoplancton qui a besoin de lumière, qui passe à travers la glace ou la glace qui se retire pour accéder aux ressources essentielles pour leur croissance. Donc, il y aura une succession de différentes espèces comme les diatomées, pour ceux qui ont peut-être entendu ce nom-là, qui vont prendre place, qui vont former des chaînes, donc différentes espèces qui vont se former. Donc, bien que la glace soit retirée, il y a un bloom d'algues qui vivent dans l'eau, donc qui n'ont pas besoin de la glace, mais qui ont besoin qu'elle se retire. Dans le laboratoire, on développe pas mal de compétences parallèles. Donc, l'étude des blooms printaniers, effectivement, de phytoplancton, mais plutôt dans des événements de cascading et de convection. Ce sont des mécanismes, en fait, des mouvements d'eau de surface et de profondeur qui vont permettre de ce mélange printanier qui va apporter ces éléments nutritifs au phytoplancton et qui va permettre son développement à un moment précis dans l'année. Il y a un couplage entre la masse d'eau et les organismes qui vivent sur le fond. Donc vous avez dans la masse d'eau, on va avoir ces cellules phytoplanctoniques qui sont du végétal, qui vont nourrir d'autres animaux qui vivent dans la masse d'eau éventuellement, comme le zooplancton, qui va faire partie de ce réseau trophique avec les poissons ou les prédateurs supérieurs. Mais ces prédateurs supérieurs seront aussi liés avec les organismes qui vivent sur le fond, soit par la prédation, c'est-à-dire ils seront aussi des prédateurs directs des organismes sur le fond. Mais vous avez aussi cet apport de matière organique qui vient directement du phytoplancton ou des zooplanctons morts ou qui va sédenter vers le milieu benthique et qui va nourrir par exemple les organismes filtreurs, les moules, ce genre de bivalves qui vont se nourrir de cette matière organique et vont pouvoir faire un développement de la biomasse au niveau du benthos. Donc les organismes benthiques, ça peut être ce qu'on connaît bien, tout ce qui est bivalve que l'on mange comme les moules, les coques, ce genre de choses, qui vont eux aussi faire partie, être à la base d'un autre réseau trophique qui est nourri par, je sais pas, les crabes, ce genre de gros prédateurs qui se nourrissent.